Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand a décidé de mettre en lumière un prodige, un phénomène, un génie. Bonjour Franck. En effet, Jean-Marc Chatelain est le directeur de la réserve des livres rares à l'ABN. C'est un privilège pour moi de le recevoir cet après-midi. Tout est réuni, je le pense, pour passer un délicieux moment. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. De Blaise Pascal, certains retiennent, quand je dis certains, la plupart d'entre nous retiennent le mathématicien, spécialiste des probabilités, de la géométrie bien entendu, d'autres le polémiste redoutable qui était capable de ridiculiser en quelques phrases mortelles ses adversaires, d'autres encore le philosophe austère au regard résolument tourné vers le ciel avec un grand C. En fait, Pascal est tout cela à la fois et bien plus encore, homme de lettres et de sciences, homme d'esprit et de la chair, homme du cœur et de la raison, en un mot, un génie comme il n'en paraît que quelques-uns par siècle. Ses œuvres ont le don d'être ancrées dans leur époque et de s'adresser à tous, hier comme aujourd'hui. Elles sont incroyablement intemporelles et c'est spécialement vrai pour la plus célèbre d'entre elles, les pensées donc. Cet ouvrage foisonnant qui a été constitué à partir de tous les écrits de Pascal, qui a été constitué après sa mort, et si l'on peut dire l'aboutissement inachevé d'un parcours très riche, très complexe, un parcours qui dès l'enfance a été singulier et qui a été matiné de légendes. Nous allons faire tout à l'heure le départ entre la vérité et la légende. Blaise Pascal était né en 1623. Ça n'est pas neutre évidemment de naître dans la période la plus glorieuse, la plus lumineuse de ce qu'on va bientôt appeler le grand siècle. Il naît en 1623 dans une famille qui est une famille de la robe auvergnate, petite noblesse installée à Clermont, à une époque où la ville n'a pas encore été unie à sa voisine Montferrand, ce qui fait qu'on ne parle pas encore de Clermont-Ferrand. Son père, Étienne Pascal, est président à la cour des aides, ce qui veut dire donc que c'est un bon magistrat local, ce qui ne l'empêche pas de se consacrer avec passion aux mathématiques. Et avec sa femme, Antoinette, ils vont avoir plusieurs enfants, dont 3 vont atteindre l'âge adulte, Gilberte, Blaise, et puis la petite dernière dont je vous reparlerai, la cadette Jacqueline. Dès son plus jeune âge, Blaise souffre d'une santé un petit peu délicate, pour ne pas dire même mauvaise. C'est un bébé chétif, maladif. Il a des phobies. Par exemple, il ne supporte pas la vue de l'eau. Il ne supporte pas notamment que ses parents soient trop proches l'un de l'autre. Vous voyez quand même un petit problème, ce garçon. Et on pense qu'il est atteint de convulsions par ailleurs. Et bien sûr, tout ça inquiète ses parents, on le comprend. C'est Jacques Attali qui le raconte. « Rien ne guérit l'enfant, dit-il. Malgré son désir de science, Étienne constate avec rage que la médecine engoncée dans son prétentieux galimatia ne peut rien pour son fils. Or, il adore cet enfant. Il est prêt à tout pour lui. En désespoir de cause, il est même prêt à sacrifier son esprit rationnel. Et lorsqu'on lui parle de sorcellerie, de sorts jetés, il ne repousse pas l'idée. Si une sorcière a fait cela, ne peut-elle pas le défaire ? Et effectivement, on connaît dans le coin là-bas une femme âgée qui parfois vient quémander quelques aumônes chez les Pascal. On l'identifie comme la possible coupable du sort jeté à l'enfant. On l'interroge, on la tense, on l'intimide et elle finit par reconnaître son crime. Et vient l'étape essentielle, la libération de l'enfant prisonnier du mauvais sort. Ça passe par un certain nombre d'actes qui, à notre époque, disons, ne tombent pas sous le sens. D'abord, la supposée sorcière transfère le mal vers un chat qu'ensuite elle va jeter par la fenêtre. Le félin malchanceux meurt sur le coup. Il n'est pas retombé sur ses pattes. Et puis, elle va fabriquer un obscur cataplasme qu'elle place sur le ventre du petit Blaise, et selon les récits familiaux des Pascal, ça fonctionne. L'enfant va vivre, et vivre mieux, il sera capable de sortir de l'enfance,
Malheureusement, un autre drame va toucher le clan Pascal, c'est que la mère de Blaise, Antoinette, dont je vous disais tout à l'heure un mot, Antoinette disparaît dès 1626, comme il est né en 23, vous voyez, ça veut dire que l'enfant a 3 ans à l'époque. Étienne Pascal, désormais, va être seul pour élever ses 3 enfants. On peut dire qu'il s'en occupe beaucoup, peut-être même trop. Il choisit de se consacrer lui-même à leur instruction. Or, très vite, Blaise donne tous les signes d'une intelligence extraordinaire. Sa sœur Gilberte le soulignera. Dès que mon frère fut en âge qu'on lui put parler, il donna des marques d'un esprit tout extraordinaire par les petites réparties qu'il faisait tout à propos, mais encore plus par des questions sur la nature des choses qui surprenaient tout le monde. Ce commencement qui donnait de belles espérances ne se démentit jamais. À Clermont donc, puis à Paris où la famille Pascal s'installe dès 1631, Blaise ne fréquente ni école ni collège. Son père sait ce qu'il veut, vous l'aurez compris. Il ne l'assomme pas d'enseignements théoriques déjà prémâchés. Il lui apprend les vertus de l'expérimentation et le développement de son propre raisonnement. Et le jeune garçon bientôt va dépasser les espérances paternelles. Dominique Descotes le raconte. Pour respecter son plan d'éducation, Étienne n'a donné à Blaise qu'une définition générale de la géométrie, mais il lui a interdit de s'en occuper avant qu'il lui en donne l'autorisation. C'est assez malin, ça, somme toute. Mais un beau jour, il le surprend très absorbé à démontrer en cachette l'équivalent de la 32e proposition d'Euclide sur la somme des angles d'un triangle. Ça, c'est quand même pas mal. Blaise a une 12aine d'années à cette époque. Il aurait, dit-on, reconstitué par lui-même, et dans le dos de son père, donc, une démonstration mathématique très complexe. De quoi surprendre Étienne, de quoi l'épater, si j'ose dire. Il parle alors des prouesses de son fils à un ami qui lui aussi est versé dans les sciences. Bien sûr, on l'encourage à stimuler cet enfant tellement brillant, et c'est ainsi qu'il va bientôt emmener Blaise aux réunions d'une académie de savants qu'il fréquente assidûment à Paris. Et là, on peut dire que pour l'enfant prodige, c'est le début. Concerto pour violon de Bach par Renaud Capuçon sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous parlez aujourd'hui de Blaise Pascal qui, dès son enfance, dans les années 1620-1630, révèle des capacités intellectuelles tout simplement prodigieuses. Son père décide donc, alors qu'il n'a qu'une 12aine d'années, de le faire assister aux séances d'une académie scientifique qu'il fréquente. Alors, petite question pour vous, Franck, ces académies de savants, en quoi consistaient-elles à l'époque ? Quand on dit académie, ça n'a pas tout à fait le même sens que nous avons pu donner à ce terme. Dans cette première moitié du XVIIe siècle, une académie est une réunion de gens savants, si vous voulez. Je cite là encore Dominique Descotes. Les académies qui se multiplient alors à Paris comme en province ne sont pas des organismes officiels, mais seulement des groupes informels de savants et d'érudits unis par leur goût commun. Les uns s'intéressent à l'histoire et aux auteurs anciens, les autres sont plutôt orientés vers les sciences. Donc l'académie qu'Étienne Pascal a intégrée après son installation à Paris est très tournée vers les mathématiques. Elle est dirigée par un certain père Marin Mersenne qui va rassembler autour de lui un certain nombre d'esprits tout à fait brillants. Et donc c'est là que le jeune Blaise s'épanouit. Il découvre un univers de connaissances et de théories, d'expérimentation, de démonstration. Il est au milieu de ces scientifiques d'âge mûr, bien entendu. On dit que son esprit est une véritable éponge. Il est capable d'assimiler les raisonnements les plus complexes. Il faut dire que l'étude prend une part vraiment importante dans sa vie. L'enfant a toujours une santé délicate, il n'a pas vraiment d'amis. Il est très proche de sa petite sœur, en revanche, Jacqueline. On peut dire que ces deux-là se comprennent. Il faut dire que Jacqueline aussi est une enfant exceptionnelle, pleine de sensibilité, qui se passionne, elle, pour le théâtre et qui a cette capacité toujours un peu étonnante d'improviser des vers avec talent, ce qui fait qu'elle se fait remarquer. Elle se fait remarquer dans les salons parisiens que fréquente Étienne à la même époque. Le père est un peu, évidemment, l'introducteur de ses enfants dans tous ces cénacles très relevés. Malheureusement, la vie familiale des Pascal va connaître une rupture. Il faut vous dire que depuis qu'il s'est installé à Paris en 1931, le père de Blaise Pascal a renoncé à son ancien métier, il est devenu rentier. Or, en 1638, ce qui constitue la source de ses revenus est remis en cause par un événement. Je vous explique. Ou plutôt, c'est Rémi Matisse qui l'explique. Étienne Pascal, nous dit-il, a placé sa fortune dans des rentes sur l'hôtel de ville censé lui assurer un revenu honnête et stable de 3 750 livres par an, ce qui est un revenu moyen supérieur. Hélas, le pouvoir royal connaît des difficultés financières. La France s'étend depuis
depuis 1635 engagé ouvertement dans la guerre de 30 ans, il lui est difficile de s'acquitter des dépenses militaires tout en continuant à servir de manière régulière les rentes promises. Et oui, il n'y a pas d'obligation de l'État à cette époque. Et Étienne, avec un groupe de plusieurs centaines de rentiers, décide de protester contre ce tarissement de ses ressources. Il proteste auprès du chancelier de France, qui s'appelle le chancelier Séguier. Il hurle son mécontentement. L'affaire tourne mal. La police a repéré les hommes à la tête de cette manifestation. On ne tarde pas à jeter quelques-uns des meneurs à la Bastille. Étienne se dit qu'il vaut mieux fuir et il part se terrer d'abord en Auvergne. Il laisse ses enfants sous bonne garde avec un petit peu de ressources à Paris. Ressources financières du moins, car les talents familiaux vont être adroitement utilisés dans cette période difficile. Jacqueline, en effet, Jacqueline qui a 13 ans, se fait de plus en plus un nom grâce à cette adresse dont je vous parlais à concevoir des vers. La reine elle-même entend parler de cette jeune fille et elle s'éprend de ce qui est un véritable petit phénomène. Et puis Jacqueline obtient un rôle dans une petite pièce qu'on prépare pour divertir le cardinal de Richelieu. Tout-puissant Richelieu. Pour elle, c'est une occasion inespérée de faire avancer la cause de son père et on raconte que lors d'une représentation qui a lieu en avril 1639, le cardinal la remarque. Jacqueline lui est présentée, tout comme son frère Blaise qui est venu assister au spectacle, et la fillette bientôt se retrouve assise sur les genoux du cardinal. Très intimidante position, bien entendu. Elle va lui dire un petit compliment. Ne vous étonnez pas, incomparable Armand. C'était le prénom de Richelieu. Ne vous étonnez pas, incomparable Armand, si j'ai mal contenté vos yeux et vos oreilles, mon esprit agité de frayeur sans pareille, interdit à mon corps et voix et mouvement. Mais pour me rendre ici capable de vous plaire, rappelez de l'exil mon misérable père. Alors Richelieu demande de quoi il s'agit et on lui explique la situation d'Étienne Pascal. Il va bien sûr reconsidérer le cas du fugitif et très vite, les enfants Pascal retrouvent ainsi leur père qui est de retour à Paris. Il va même recevoir, cet Étienne, la charge d'adjoint à l'intendant de Normandie. Inutile de vous dire que c'est un déménagement en perspective. On va aller s'installer à Rouen. Blaise a 16 ans à cette époque et dans son coin, au milieu de toutes ces péripéties familiales, lui prend le temps de travailler à sa géométrie, une géométrie qu'il va tout simplement contribuer à révolutionner. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous nous expliquiez, Franck, que vers la fin des années 1630, la famille Pascal a eu des soucis, ce qui n'a pas empêché Blaise Pascal de révolutionner un pan complet de la géométrie. Et oui, il a poursuivi ses études pendant l'absence de son père et ses réflexions, et tout ça s'est mué en recherche de pointe, si vous voulez. Et quelques mois après le retour de son père à Paris, Blaise est en mesure de présenter à l'Académie du Père Mersenne, donc à ce petit groupe de savants, son travail sur les coniques. Alors je demandais, pendant l'interruption, à Jean-Marc Châtelain de m'expliquer ce qu'étaient les coniques. Ce sont toutes ces courbes, c'est les cercles, me disiez-vous, les ovales, les ellipses, etc., qui peuvent être considérés comme l'intersection d'un cône avec un plan, tout simplement. Et donc, bien sûr, c'est un domaine extrêmement complexe sur lequel se concentre Blaise Pascal. Les savants comprennent que quelque chose est en train de se passer sous leurs yeux. Le travail de cet adolescent apporte une avancée inédite en géométrie. Blaise a même élaboré un nouveau théorème et un certain Descartes va bientôt entendre parler de lui. Le prodige publie le résultat de ses recherches, ça s'appelle l'essai sur les coniques, ça c'est dès 1640, alors que la famille Pascal s'est installée à Rouen, et bien sûr il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ses travaux se poursuivent dans plusieurs domaines, y compris les plus concrets. Autour de 1642, il a 18-19 ans, donc il commence à élaborer une machine très sophistiquée, qui est l'ancêtre de nos calculettes. Vous savez, c'est la machine à calculer de Pascal, la pascaline. De nouveau Rémi Matisse, elle permet, nous dit-il, d'effectuer de manière automatique additions et soustractions, voire par répétition, multiplication et division. Certains des modèles fabriqués utiliseront plusieurs bases afin de servir directement au calcul monétaire en livres, sous et deniers, ou au calcul d'arpentage en toises, pieds, pouces et lignes.
C'est une machine qui attire évidemment l'attention de personnalités prestigieuses, dont le savant néerlandais Huygens, par exemple, qui va acheter une Pascaline. Mais si c'est un grand succès d'estime pour Pascal, on peut dire que c'est un échec commercial. L'invention est sans doute un petit peu en avance sur son temps. À peu près à la même époque, Blaise s'intéresse à un projet tout autre. Il va s'intéresser aux expériences de Torricelli sur le vide, vous savez, sur l'existence du vide. Et c'est ce qui va le mener, quelques années plus tard, à la fameuse expérience du Puy de Dôme, expérience menée par son beau-frère, installé avec Gilberte à Clermont. En observant l'évolution du niveau d'une colonne de mercure en fonction de l'altitude, Blaise, qui suit en cela les travaux de Torricelli, va prouver les variations de la pesanteur de l'air, donc de la pression atmosphérique. En parallèle à toutes ces recherches, la vie de Blaise connaît des bouleversements qui marquent profondément son itinéraire intellectuel. En janvier 1646, son père vient à se blesser en glissant sur une plaque de verglas. Or, il est soigné par 2 chirurgiens qui vont prendre soin de lui pendant de longues semaines, et ces chirurgiens se trouvent être des disciples d'un prêtre qui se réclame des idées de Saint-Cyran. Saint-Cyran est mort 3 ans plus tôt, c'est un théologien. Les 2 médecins sont littéralement habités par leur foi, ils rayonnent, ils sont très fervents, ils parlent aux membres de la famille Pascal de leurs convictions religieuses, ils vont prôner une interprétation très rigoriste de l'œuvre de Saint-Augustin. C'est ce qui va donner naissance, c'est ce qu'on appellera assez vite le jansénisme. Jusque-là, Blaise, qui avait reçu une solide éducation chrétienne, était croyant sans être particulièrement dévot. Mais on peut dire qu'à cette époque et sous cette influence nouvelle, son rapport à la foi commence à évoluer en profondeur. C'est Dominique Descotes qui le note. S'il ressent, nous dit-il, l'exigence de prendre ses distances par rapport à son activité scientifique, Pascal ne l'abandonne pas pour autant. Il sent à coup sûr une vocation, mais il y a loin de connaître Dieu à l'aimer vraiment, d'entendre un appel, à y répondre sans réserve. Jacqueline semble plus profondément sensible, puisqu'elle décide dès lors d'entrer en religion. Mais elle ne se jette pas tête baissée au couvent, elle ne songe d'ailleurs pas à transgresser l'interdiction que son père oppose à ce projet. On peut dire que dès lors, Blaise Pascal, qui est devenu un jeune adulte, même s'il est toujours aussi faible, toujours aussi malade, etc., Blaise Pascal entre dans une nouvelle période de sa vie. Bientôt, Jacqueline et lui, toujours très liés, vont revenir dans la capitale, vont revenir à Paris. Ils entretiennent des relations avec la fameuse abbaye de Port-Royal, qui sera le creuset du jansénisme en France. Quand Étienne Pascal meurt en 1651, Jacqueline porte toujours son désir de devenir religieuse. Pour elle, c'est le moment. Blaise ne veut pas trop entendre parler, lui non plus, de l'entrée de sa sœur au couvent. Il essaie de retarder l'inévitable. Il se dit que la perte de sa sœur, après celle si douloureuse de son père, serait peut-être insupportable pour lui. Mais Jacqueline ne peut pas résister à la force de cet appel. En janvier 1652, malgré donc les tentatives de son frère, elle va quitter le foyer familial. Blaise est très triste. Il va tenter pendant un temps de distraire son sentiment de solitude dans une espèce de vie mondaine. Et puis, après une profonde expérience spirituelle, en 1654, il y aura une nouvelle conversion. Dorénavant, c'est au service de Dieu qu'il entendra placer sa terrible, son étonnante, son inédite puissance intellectuelle. Bonjour Jean-Marc Chatelain. Bonjour. Vous connaissez Blaise Pascal mieux que quiconque, nous allons pouvoir en juger dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Concerto pour clavecin de Bach sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, Blaise Pascal est à l'honneur. Pour l'évoquer, vous recevez le directeur de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, Jean-Marc Chatelain. Alors, évidemment, je parlais tout à l'heure des pensées de Pascal qui, à divers titres, nous ont tous un jour ou l'autre plus ou moins assommés sur les bancs de l'école. Il faut les relire. Il faut les lire par petits morceaux, par bribes. Du reste, comme elles ont été écrites. Il faut dire ça, Jean-Marc Chatelain. Ce n'est pas un ouvrage conçu comme tel.
Non, c'est un recueil de fragments. Alors, à dire vrai, les pensées de Pascal, on peut en voir le manuscrit autographe dans cette exposition et on peut voir très bien qu'effectivement ce sont des fragments qui ont été collés sur de grandes feuilles. Alors on sait un petit peu comment Pascal lui-même avait constitué ces fragments. Il a commencé par les rédiger sur de grandes feuilles, puis ensuite il a découpé ces feuilles pour arriver à les réorganiser dans un certain ordre. Il a constitué des liasses. Il a fait de l'hypertexte avant l'heure. En quelque sorte, voilà. Il est même allé jusqu'à passer des fils pour réunir comme ça en véritable liasse tenue par un même fil des morceaux de papier, ce qui fait que sur certains de ces fragments on voit encore en haut à gauche la trace d'un trou, un trou d'enfilage de ce fil. Et puis le manuscrit a été constitué tel qu'on le connaît aujourd'hui par l'un de ses neveux au début du XVIIIe siècle qui, pour préserver ces morceaux, les a collés sur de grandes feuilles. Mais ces grandes feuilles nous permettent encore de voir comment les choses se sont constituées petit à petit. Mais tout ça est resté évidemment inédit du temps même de Pascal, ce qui aujourd'hui, enfin ce qui dès l'époque, dès les années qui ont suivi la mort de Pascal et aujourd'hui encore, pose de redoutables difficultés d'édition. Parce qu'évidemment, il faut faire, je disais tout à l'heure qu'il faut trier dans tout ce qu'on nous dit à propos de Pascal, il faut trier ce qui est vrai et ce qui appartient à la légende. C'est vrai que Blaise entretenait avec sa plus jeune sœur Jacqueline une relation assez fusionnelle, mais c'est Gilberte qui nous raconte en quelque sorte qui était son frère. Est-il vrai qu'il ait été un enfant tellement précoce et un génie tellement jeune ? Je pense que c'est incontestable. Il a été véritablement un enfant prodigieusement précoce et c'est Gilberte, en effet, sa sœur aînée, qui a été la mémoire familiale. Elle a écrit, après la mort de Blaise, une vie de Monsieur Pascal, qui était donc la vie de son frère Blaise. Elle a écrit de la même manière une vie de Jacqueline Pascal, sa sœur. Et dans la vie de son frère, elle raconte, enfin tout son témoignage, à mon avis, est incontestable. Sans doute, simplement, il s'entoure d'un certain nombre d'embellissements des choses dans leurs détails. Mais la précocité intellectuelle du jeune Pascal, elle est absolument indéniable. C'est le récit qui est un petit peu enjolivé, mais la réalité est là, incontestablement. Par exemple, tout à l'heure de ce fameux épisode selon lequel Pascal aurait retrouvé de lui-même la 32e proposition des éléments d'Euclide. Ça n'est pas absolument sûr. Il est possible, en revanche, que de lui-même, il soit arrivé, sans avoir reçu de formation mathématique, à lire les éléments d'Euclide jusqu'à la 32e proposition et à reconstituer et à suivre ce raisonnement, ce qui était absolument incroyable quand même. Enfin, ce qui reste quelque chose d'absolument incroyable. Et il l'avait fait de lui-même puisque, en effet, son père avait décidé, après son deuil, après la mort de son épouse, donc de la mère du jeune Blaise, de ne pas se remarier et de se consacrer à l'éducation de ses enfants, et notamment du petit Blaise, avec un programme pédagogique qui avait prévu de repousser beaucoup plus tard l'enseignement des mathématiques. Et c'est parce qu'il s'est rendu compte un beau jour que son fils avait un génie spontané pour les mathématiques et une curiosité très développée, que sur les conseils d'un de ses amis, finalement, il a cédé devant l'évidence de la nature, si je puis dire, et remis à son fils une édition des éléments d'Euclide. On peut penser que cette interdiction initiale a joué dans la motivation, dans la volonté de Pascal d'aller lui-même vers la géométrie. C'est une possibilité. Si l'on de motivation, on peut parler de vocation. Vocation. Si l'on devait définir le type d'intelligence de Pascal, si l'on voulait que nos auditeurs puissent visualiser ce type d'intelligence, comment le définiriez-vous ? Moi, je pense qu'il faut parler d'une intelligence mathématique, une intelligence géométrique. J'allais dire en 3 dimensions, c'est un peu ça. En 3 dimensions, voilà, absolument. Pascal est un homme qui pense par figure et qui pense à la fois les figures dans l'espace, dans leurs dimensions. Et c'est à partir de ce travail sur la géométrie, sur les figures et sur la démonstration mathématique qui est propre à la géométrie que peut s'expliquer aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition, son travail rhétorique dans l'ordre littéraire. Il y a une manière d'écrire qui est intimement, alimentée, nourrie par cet esprit de géométrie. Cet esprit de géométrie,
qu'il ne faut pas prendre au sens qu'il lui a lui-même donné d'ailleurs. Il faut peut-être expliquer ça, la distinction célèbre entre l'esprit de finesse et l'esprit de finesse. Oui. Voilà, c'est-à-dire que Pascal explique effectivement que l'esprit de géométrie ne fait pas la totalité de l'esprit et qu'il existe également un esprit de finesse qui ne se résout pas à la démonstration mathématique. Et autant un esprit de finesse qui ne serait pas un esprit de l'intuition en quelque sorte. En quelque sorte. Et le grand esprit est celui qui a l'un avec l'autre. Et s'il y a bien quelqu'un qui a eu l'un avec l'autre, c'est Pascal. Vous savez, en vous écoutant, je me dis que ce XVIIe siècle a été extraordinaire. Nous avons souvent eu l'occasion ici de dire à quel point les grands architectes, les grands peintres, les grands musiciens, peut-être un peu moins en France, quoique, étaient de cette époque précisément, et les grands écrivains, quand on pense à Corneille, etc., etc. Et il se trouve que dans le monde même des mathématiques, nous avons des mathématiques et de la science, devrais-je dire, nous avons deux grands génies au même moment, dans cette première moitié du XVIIe siècle, que sont Pascal et Descartes. Quelles sont les relations entre les deux hommes qui se sont rencontrés? Alors justement, Alors, ils appartiennent à deux générations différentes. Oui. Descartes un petit peu plus âgé, une génération antérieure à Pascal. Et au début, quand il a eu connaissance des travaux de Pascal, ceux que vous signaliez à propos des coniques, des sections coniques, il a pris cela un petit peu pour les travaux d'un Blanc-Bec. Enfin, je caricature un peu, mais il y avait un peu de mépris. Et puis très rapidement, il s'est rendu compte que c'était bien autre chose, qu'il avait affaire à un esprit tout à fait supérieur. Et donc Descartes vivait aux Pays-Bas, mais il a été amené évidemment à revenir de temps à autre en France. Et en 1647, il se trouve que Descartes est de passage en France. Pascal lui-même, avec sa sœur, vient de rentrer de Rouen à Paris. Et c'est à Paris, en septembre 1647, que Descartes et Pascal se sont rencontrés. Ce qui est, alors on a des traditions un peu différentes pour savoir exactement comment s'est passée cette rencontre. Il y a le biographe de Descartes qui s'appelait Adrien Baillet qui a raconté que la rencontre s'était passée au couvent du Père Mersenne, au couvent des Minimes, donc derrière la place des Vosges aujourd'hui. Dans cette petite académie de mathématiciens. Voilà. En réalité, il y a un témoignage plus sûr, parce que plus proche de l'événement, qui est celui d'une lettre que Jacqueline Pascal, la petite sœur de Blaise, a écrite à sa sœur aînée, Gilberte, qui était repartie en Auvergne, pour lui raconter cette entrevue. Cette entrevue qui s'est passée en deux temps, c'est deux matinées successives, et il a été notamment question du vide, puisque Pascal, quand il était à Rouen, avec son père, a fait des expériences, a repris l'expérience de Torricelli, l'élève de Galilée, qui démontrait l'existence du vide, et a développé toute une théorie autour de cela. Descartes, lui-même, contestait l'existence du vide, ce qui montre que la modernité n'est pas toujours du même côté. Je me disais, en vous écoutant, que j'aurais bien aimé être une petite souris, mais non, parce qu'il est très probable que la petite souris en question n'aurait rien compris au débat entre ces deux grands hommes. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h, nous nous intéressons au parcours de Blaise Pascal dans Au cœur de l'histoire. Le directeur de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, Jean-Marc Chatelain, est à vos côtés. Franck Ferrand pour l'évoquer. Un oratorien de Clermont, le père Pierre Guerrier, écrit, je le cite, « Peu de jours après la mort de monsieur Pascal, on parle bien de Blaise, un domestique de la maison s'aperçut par hasard que dans la doublure du pourpoint de cet illustre défunt, il y avait quelque chose qui paraissait plus épais que le reste, et ayant décousu cet endroit pour voir ce que c'était, il y trouva un petit parchemin plié et écrit de la main de monsieur Pascal, et dans ce parchemin, un papier écrit de la même main. L'un était une copie fidèle de l'autre. Ces deux pièces furent aussitôt mises entre les mains de madame Perrier, qui les fit voir à plusieurs de ses amis particuliers, et tous convinrent qu'on ne pouvait pas douter que ces parchemins, écrits avec tant de soin et avec des caractères si remarquables, ne fût une espèce de mémorial qui gardait très soigneusement pour conserver le souvenir d'une chose qu'il voulait avoir toujours présente à ses yeux et à son esprit, puisque depuis 8 ans, il prenait le soin de le coudre et découdre à mesure qu'il changeait d'habit. Qu'est-ce que c'est que ce mémorial et à quel événement fait-il référence? On pourrait dire que c'est un des mystères de la vie de Pascal.
Jean-Marc Châtelain. C'est un des textes à la fois les plus célèbres et les plus bouleversants qui ait été écrit par Pascal. C'est le mémorial, comme on a pris l'habitude de nommer ce texte à la suite du récit du père guerrier du XVIIIe siècle, en effet. Ce mémorial, donc, c'est un ensemble de notes que Pascal a jetées sur le papier juste après ce qu'on appelle la nuit de feu, c'est-à-dire la nuit du 23 novembre 1654, pendant laquelle Pascal a vécu une expérience spirituelle. Une sorte de révélation, disons. Oui, voilà, c'est ça, une sorte de révélation. Donc, il était tout ce qu'il y a de plus chrétien, bien sûr, mais c'est une sorte de vision. Enfin, ça n'est pas une vision mystique, mais une sorte d'expérience spirituelle extrêmement intense, dont il a conservé la trace, la mémoire dans ce texte. C'est le texte célèbre qui commence par Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, non Dieu des philosophes et des savants, etc. Et puis il y a cette phrase célèbre, joie, 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 pleurs de joie. Donc c'est ce texte dont on a perdu le parchemin. Il y a on n'a pas perdu exactement l'original. On a perdu le parchemin que Pascal avait recopié pour le coudre et le découdre dans son vêtement. Voilà. Et ça, sans doute, à une période très très ancienne. En revanche, on a conservé le manuscrit original de Pascal, qui est un document évidemment très bouleversant, d'autant plus bouleversant que c'est un document difficilement lisible. L'écriture de Pascal est très cursive, très très difficile à lire. Et là, du coup, on a le sentiment effectivement d'une urgence jusque dans son écriture. Donc, ce mémorial, l'autographe du mémorial est exposé évidemment dans cette exposition de la BNF. La deuxième partie de la vie de Pascal va être littéralement incandescente. C'est un grand chrétien et quasiment un mystique auquel nous avons affaire. Ça n'est pas un mystique, non, là je suis pas d'accord parce que Pascal reste jusque dans sa foi un rationaliste, en tout cas pour lui, et d'ailleurs il y a des extraits des pensées qui le disent très, très clairement. La religion, évidemment, la foi chrétienne ne se résout pas à la raison, mais une foi chrétienne qui irait contre la raison n'est pas non plus quelque chose d'admissible. Et donc il y a tout un travail, c'est d'ailleurs une des questions les plus passionnantes. La raison contrôle constamment cette espèce d'élan très, très fort. Très oui, en tout cas, jamais Pascal ne fait abstraction du fait qu'il est d'abord, en tant qu'homme, un être de raison. Comment pourrait-on définir Pascal sur un plan religieux, justement ? Est-il vraiment janséniste ? Alors, c'est une question difficile qui a été longtemps controversée parmi les spécialistes. Oui, de toute façon, du point de vue de sa foi, il est extrêmement proche des partisans. Il est de Port-Royal, de Port-Royal, de tout ce mouvement spirituel qui se ressource à la pensée de Saint-Cyran. Saint-Cyran très très proche de Jansénius, le théologien belge, qui défendait donc une doctrine chrétienne très rigoriste et qui a laissé son nom au mouvement janséniste. On peut dire de Pascal qu'il a évidemment connu en quelque sorte deux vies. Il y a le mathématicien, le chercheur qui devient le chrétien. Il continue néanmoins ses recherches jusqu'au bout. Est-ce que la foi a porté ses recherches ou est-ce qu'elle a eu tendance à les étouffer d'après vous ? Incontestablement, cet événement de la nuit de novembre 1654 à la nuit de feu, voilà, a marqué un temps d'arrêt. Pascal, à ce moment-là, professe l'oubli de tout et du monde hormis Dieu, dit-il, dans le mémorial. Et de fait, il était engagé dans des recherches mathématiques. Par exemple, tout son travail d'invention du calcul des probabilités, il était prêt à le publier en 1654. Et finalement, il ne l'a jamais publié lui-même, sans doute à cause de cet événement. De la même manière, pendant quelques années, de 1654 à 1657, il met complètement en sommeil ses recherches mathématiques. Et c'est simplement en 1657, à la demande d'un mathématicien des Pays-Bas, enfin de Belgique, qu'il y revient, et il y revient plus brillamment que jamais, puisqu'à ce moment-là, il rédige un texte qui va jeter les bases, jeter les fondements de ce qui sera bientôt le calcul intégral. Pascal meurt en 1662, il est encore assez jeune, il a 39 ans. Il a 39 ans, voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Châtelain. Je rappelle que vous êtes le directeur de la réserve des livres rares à la Bibliothèque nationale de France. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et direction l'Auvergne sur Europe 1, on part se balader du côté de Clermont-Ferrand. Clermont, c'est la ville dans laquelle est né Blaise Pascal, Franck.
Oui, n'est-ce pas? Alors, Clermont n'avait pas encore à l'époque fusionné avec Montferrand pour faire Clermont-Ferrand. C'était une ville à part. C'est là que Blaise pousse donc ses premiers cris le 19 juin 1623 devant la cathédrale, dans ce qui est devenu la place Edmond-le-Maigre. Autant vous dire qu'il ne reste rien de sa maison natale. On a des cartes postales qui représentent elles-mêmes des gravures, etc. de la maison, puisqu'elle n'a été rasée qu'en 1908. Mais maintenant, elle fait partie de ces maisons qui ont été rasées pour donner un peu d'espace à la cathédrale, pour lui donner une perspective, parce que vous savez que pendant longtemps, les maisons venaient très près des parvis de cathédrale et ça retirait la perspective à laquelle nous sommes habitués, dont nous avons besoin maintenant surtout pour voir cette merveilleuse cathédrale de pierre noire, vous savez, de pierre volcanique assez extraordinaire. Et de Pascal, il ne reste pas grand-chose, même au château de Bienassi, qui appartenait à son beau-frère Florent Perrier, et où il a résidé de 1652 à 1660 par intermittence, mais pas mal. On peut voir quand même une porte, c'est la seule chose, la seule partie du château qui ait été conservée. Cette porte, elle a été transférée au jardin Lecoq, à l'entrée qui est en face de la faculté de lettres, boulevard Gergovie. On est en bas du viaduc Saint-Jacques. Cette jolie porte que vous voyez avec sa tourelle à poivrière, eh bien, c'est une des portes, la seule chose qui reste de ce fameux château. En 1910, on a décidé de démolir ce château pour agrandir une usine, l'usine des Carmes, qui fait partie, ai-je besoin de vous le préciser évidemment, de la manufacture Michelin. Voilà un nom que vous entendrez beaucoup prononcer, qui est très présent évidemment dans la ville de Clermont-Ferrand aujourd'hui. Alors, Clermont-Ferrand, je vous le disais, c'est l'union de ces deux villes. C'est le roi Louis XIII qui, donc, assez tôt par rapport à Pascal, va sceller leur destin, puisque l'édit d'union date de 1630. Vous voyez, il avait 7 ans. C'était juste l'année qui a précédé le départ de la famille pour Paris. Ce qui veut dire que, évidemment, à Clermont-Ferrand, vous avez, par définition, 2 centres historiques. Vous avez Clermont, longtemps cité épiscopale, qui est une ville de fondation antique, et puis Montferrand, né un peu plus tard par la volonté des comtes d'Auvergne, qui est une véritable place médiévale. Le centre-ville de la ville de Clermont présente un plan évidemment moins spectaculaire que celui de Montferrand, qui a conservé ce plan en bastide, avec des hôtels particuliers remarquables, toujours de cette pierre basaltique, l'hôtel de Fontenay, l'hôtel de Fontfrède, l'hôtel d'Albia, etc. Et au fil des rues, vous pouvez voir tout un répertoire de maisons de ville qui s'étendent d'une période très reculée, du XIIIe-XIVe siècle, de la période romane ou post-romane, jusqu'au XVIIIe siècle, avec ces sublimes hôtels. Il ne faut pas hésiter, quand vous en avez la possibilité, à entrer dans la cour de ces hôtels qui ne se révèlent bien généralement que de l'intérieur. Alors, j'ai dit un mot de la cathédrale, il me reste très peu de temps pour le faire, mais il faut quand même parler de cette majestueuse cathédrale gothique dans sa pierre de lave, qui lui donne cette couleur anthracite tellement extraordinaire, avec son ensemble de vitraux, avec ses peintures murales. Tout ça est exceptionnel. L'ascension à la tour de la Bayette dévoile une vue sur la ville tout à fait magnifique. C'est de là qu'il faut la voir d'ailleurs. Le chantier de l'actuelle cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a commencé en 1248. Elle s'élève à l'emplacement d'un certain nombre d'églises antérieures, comme c'est très souvent le cas. Il a fallu 7 siècles pour l'achever, avec de longues interruptions, puisqu'au 19e siècle, celui qui va mettre la dernière pierre, si je puis dire, à la cathédrale de Clermont-Ferrand, c'est Viollet-le-Duc, bien entendu, qui va construire les 3 travées, le portail et les flèches ouest. Il faudrait dire un mot aussi de la basilique Notre-Dame-du-Port, qui est tout de même inscrite, s'il vous plaît, au patrimoine mondial de l'UNESCO, au lieu de l'architecture romane que cette église Notre-Dame-du-Port. Et puis, il faudrait parler de l'opéra-théâtre, des galeries de Jaude, etc., etc. Je n'ai pas le temps. Je voulais juste signaler dans le Muséum d'Histoire des Sciences Henri Lecoq une salle consacrée à Blaise Pascal, bien entendu, et qui permet aux visiteurs de se plonger dans l'univers du mathématicien et de ses inventions à l'aide de toutes sortes, vous savez, d'animations tactiles, de manipulations, etc. Et on peut voir dans cette salle la machine à calculer originale de Pascal. Mais oui, la pascaline. Au cœur de l'histoire se termine. On vous retrouve demain, Franck Ferrand, pour une rediffusion. Vous nous parlerez de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche au cœur de l'histoire entre 14h et 15h sur Europe 1.